Merci beaucoup, tout le monde. Je suis très content. Une belle salle pleine. On est très honorés, d'autant plus que j'ai dit qu'à une certaine époque, on discutait de ça hier soir, je pense, et puis à une certaine époque, à la télévision de Radio-Canada, entre autres, quand on faisait un sujet sur le Moyen-Orient, nos codes d'écoute baissaient. Parce que c'était non, mais c'est vrai, c'était une période où il y avait tellement de désespoir, il n'y avait pas de solution. Et puis, on dit que le Hamas a fait ce qu'il a fait le 7 octobre un peu par désespoir pour relancer l'attention sur le problème palestinien. Une terrible façon de le faire, mais en tout cas. Et donc, je suis content. Je pense que c'est surtout à cause de la crise qu'on vit actuellement que vous êtes ici. Et c'est complexe, mais on va essayer de vraiment, avec des personnages avec moi qui sont extraordinaires, essayer de réfléchir sur ce conflit-là qui a commencé par un immense traumatisme, l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Ça va faire plus que, 8 mois, presque 9 mois. On est dans le 8e mois. On est dans le 8e mois. Et je vais vous présenter, je n'ai pas besoin tellement de vous les présenter. Alors, je vais quand même les présenter par ordre géographique. Alors, Guillaume Lavallée est un grand journaliste qui a publié des livres, et qui s'intéresse en particulier au Moyen-Orient depuis que tu as été, entre autres, nommé chef des opérations de l'AFP. Tu travailles pour l'AFP, Guillaume. Je vais vous tutoyer, si ça ne vous dérange pas. Et puis, et tu as été donc de 2019 à 2023. Et puis, tu es revenu ici. Puis là, tu es retourné depuis le début de ce conflit-là comme reporter de l'AFP. Puis tu as géré, tu m'as dit aussi, de Montréal, à un moment donné, toute la question de Gaza, de Montréal, parce qu'effectivement, à Gaza, on n'a pas les médias autres que palestiniens n'ont pas de reporters directement sur place. On ne peut pas accéder. Je vais en parler d'ailleurs tout à l'heure de cette question-là. Céline Galipeau, vous la connaissez, vous avez vu cet entretien magnifique hier soir, ceux qui étaient là. J'imagine que beaucoup d'entrevues étaient là. Vous avez connu aussi son lien dans sa jeunesse avec la Palestine, entre autres, parce qu'elle a étudié à l'université Birzeit, qui est une très belle université près de Ramallah, parce que son père était diplomate, gestionnaire de l'UNRWA. L'UNRWA, c'est cette organisation des Nations unies qui s'occupe depuis 1949 des réfugiés palestiniens. Imaginez-vous, là, on se sentait tellement coupables, nous, qui avons favorisé la création, quand je dis nous, c'est les Occidentaux qui avons favorisé la création de l'État d'Israël, qu'on s'est donné une organisation des Nations unies pour s'occuper du problème qu'on a créé par la même occasion. D'ailleurs, cette semaine, le 16 mai, autant en Israël, on célébrait les 76 ans de la création de l'État d'Israël, mais le même jour, les Palestiniens ont en mémoire et soulignent la Nakba, qui s'appelle la catastrophe, et c'est l'équivalent de 700 000 réfugiés qui ont été obligés de quitter, forcés par l'armée israélienne, forcés par les circonstances de quitter leur ville, à Haïfa, partout, sur le territoire qui est aujourd'hui le territoire d'Israël, et qui ont été forcés de quitter et n'ont jamais pu revenir. Ça, c'est une autre question. Le droit de retour qui est interdit pour les Palestiniens. Alors, Céline, et puis, voyons. Vincent Lemire, qui est, et je vais vous le montrer tout de suite, qui est un historien qui a passé la même période un peu que toi, Guillaume, a travaillé en Israël, faire de la recherche, j'imagine, et tout ça, et qui vient de publier, il y a quelques mois, un magnifique livre. C'est une bande dessinée que je vous recommande, qui est sur l'histoire de Jérusalem. Jérusalem, la ville des trois religions, la ville des trois... Et qui est au cœur et qui est le grand symbole de tout ce problème qui existe depuis, on pourrait dire, des siècles. Mais en tout cas, et c'est un magnifique livre qui nous vulgarise tout ça. Et donc, vous voyez, c'est des gens extrêmement intéressants. Je voudrais vous demander, justement, compte tenu de toute votre relation avec cette région-là du monde, parce que je vous dirai après, peut-être, si ça vous intéresse, quelle a été ma réaction, mais comment avez-vous réagi le 7 octobre, quand cette histoire-là a commencé, l'histoire d'aujourd'hui a commencé?
Allez, notre invité. Bonjour. Évidemment, on se souvient tous, je pense qu'on se souvient ce qu'on faisait le samedi 7 octobre. C'est un peu comme le 11 septembre, il y a des dates comme ça. Ouais. Moi, j'ai changé avec une réalisatrice franco-israélienne et une productrice pour adapter un de mes livres sur l'histoire du quartier maghrébin. Et on commençait à recevoir des alertes comme ça. Et elle, en Israël, me disait « Ah oui, là, il y a des barrages de roquettes qui ont l'air importants. » Et moi, je lui disais « Non, mais Yael, là, ce n'est pas la question des roquettes. Il y a des infiltrations. Finalement, on sait qu'il y a plus de 3000 assaillants qui sont sortis de la bande de Gaza. Donc, ça a été le premier choc de se dire, en fait, il y a 3000 assaillants du Hamas qui sont rentrés sur le territoire, quoi. Et pour Israël, on a tout de suite compris, enfin moi c'est ce que je me suis dit, c'est en fait on vient de toucher la colonne vertébrale du pays. Je pense que chaque communauté nationale a un peu sa colonne vertébrale. Je ne sais pas, peut-être le Québec c'est la langue française, vous voyez, des choses qui touchent tout le monde, qui touchent au projet national. Pour Israël c'est la sécurité. La sécurité ce n'est pas un mandat parmi d'autres du gouvernement. C'est le fondement. C'est le fondement. Et c'est pour ça que le pays a été créé. Le pays a été créé pour mettre les juifs de diaspora menacés par l'antisémitisme en sécurité. Donc quand on touche à la sécurité du pays à l'intérieur des frontières, c'est un tremblement de terre en fait. Et j'ai essayé de faire le calcul, je l'ai fait pour la France, mais je l'ai fait pour le Québec tout à l'heure, pour le Canada, plutôt à l'échelle du Canada. Les 1000 et quelques morts civils du 6 octobre, ça correspondrait à un attentat terroriste qui aurait fait 6000 morts au Canada dans la même journée. Ouais. Donc on a tout de suite senti que c'était... Voilà. Et la deuxième chose que j'ai ressentie, c'est Israël va tomber dans le piège, ou plutôt le gouvernement israélien actuel va tomber dans le piège que lui tend le Hamas, un double piège stratégique et moral, et c'est malheureusement ce qui s'est passé, quoi. C'est intéressant de distinguer toujours le peuple et les gouvernements. Tu l'as bien fait, la distinction. Céline, le 7 octobre. Moi, j'étais stupéfaite, en fait, parce que c'est un conflit qu'on a beaucoup couvert, mais c'était une guerre sans fin, donc qui n'intéressait plus personne. On n'y allait plus, on ne couvrait plus. Ça a été le dernier correspondant qu'on a eu permanent à Jérusalem. Et donc, quand j'ai entendu ça, je me suis réveillée avec cette nouvelle-là, et tout de suite, j'ai appelé à la salle des nouvelles, et donc on est rentré pour couvrir cet événement-là. Et au départ, c'était une attaque du Hamas. Déjà, ça, c'était extrêmement surprenant, parce qu'on savait tous que Gaza était comme une prison à ciel ouvert, et donc c'était déjà très surprenant. Mais je pense qu'on n'a pas mesuré tout de suite l'ampleur du drame. Ouais. Et là, j'ai appelé Jean-François pour qu'il vienne m'aider à essayer de comprendre ce qui se passait. Donc, on était sur le plateau et on apprenait au fur et à mesure les choses. Et je me souviens encore du moment où Tamara Alteresco, qui est notre correspondante à Paris, m'a dit « La BBC rapporte 250 morts dans un festival de musique. » Et sur le coup, j'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire 250 morts ?» C'était tellement énorme, et là, on a commencé à comprendre. Donc, sur le coup, stupéfaction, et rapidement aussi, une peur, parce que je me suis dit, la réaction d'Israël va être terrible au fur et à mesure qu'on apprenait ce qui se passait, et le drame que c'était. Et ça a pris quand même plusieurs jours, mais après, j'ai pensé aux Palestiniens, parce que je me suis dit... pour les Palestiniens, la vengeance va être terrible, et elle l'est peut-être bien plus que ce que j'avais imaginé. Donc, stupéfaction au départ, et ensuite une grande inquiétude, mais je pense que je ne mesurais pas l'ampleur, et je ne mesurais pas non plus les conséquences que ça allait avoir, parce que quand même, c'est le plus gros conflit depuis 50 ans. Quoi. C'est avec toutes sortes de ramifications régionales aussi. Moi, je pense que je partage les sentiments qui ont été ici. Il y a une chose qui s'ajoute dans mon cas, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à Gaza dans les dernières années. Puis je me souviens que quand j'ai quitté Jérusalem, puis je faisais une dernière tournée à Gaza, puis je m'étais entretenu avec beaucoup de responsables sur place, je ne vais pas les nommer, mais c'était clair pour moi que quelque chose s'en venait. C'était clair. On va peut-être en parler plus tard, mais... Non, c'est maintenant. C'est maintenant? OK, parce que mais pas de cette ampleur-là.
c'est pour ça que j'ai le sentiment d'avoir un peu moi-même été aveuglé par certaines choses, mais d'avoir vu aussi certaines choses que certains ne voulaient pas voir. C'est-à-dire que le Hamas a très mal vécu quelques éléments, dont 2 en particulier, je pense, 3 en fait. Le fait qu'il y ait un gouvernement d'extrême droite en Israël, en partie, avec des éléments d'extrême droite qui jouaient à fond la carte de Jérusalem, de dire qu'on va reprendre totalement Jérusalem, et les lieux saints de Jérusalem. Oui. Je pense qu'on n'a pas vu des fois à quel point le Hamas, c'est le cœur de son réacteur nucléaire politique, Ben oui. la défense de Jérusalem. Quand les Saoudiens étaient en discussion poussée avec Israël pour normaliser leurs relations et que progressivement ils incluaient l'autorité palestinienne dans le champ des négociations, imaginez pour le Hamas, vous aviez à la fois, on perd le contrôle des lieux saints de Jérusalem, puis en plus, l'Arabie saoudite dit oui à tout ça. Ouais. Okay? Pour eux, c'était un... Et le troisième élément, ça touche ce qui était dit aussi, c'est la guerre en Ukraine. On n'y pense pas, mais vraiment, du côté palestinien, la guerre en Ukraine a été très mal vécue, dans le sens où le sentiment d'un double discours de l'Occident, d'un 2 poids 2 mesures de l'Occident, où après l'invasion russe, les Occidentaux montent au créneau tout de suite pour soutenir l'Ukraine. Les Palestiniens se disent, nous, pourquoi on n'a jamais rien eu de notre côté? Et avec un niveau de violence en Ukraine qui fait en sorte que si on veut ramener la question palestinienne à l'avant-centre du jeu politique mondial, ça veut dire qu'il va falloir avoir un acte de violence qui va être encore plus important que l'Ukraine. Ces éléments-là me portent à croire qu'il y a quelque chose s'en venait, mais de cette ampleur-là, j'étais vraiment sidéré. Il y a un journaliste du Washington Post qui a raconté que son fixeur à Gaza, en juillet, l'avait emmené dans le nord de la bande de Gaza, près de camp Jabalia, et il y avait une sorte de territoire fermé où on avait, semble-t-il, reproduit des éléments des kibbutz et des lieux qu'on allait attaquer. Et il a pu entendre des combats féroces qui se déroulaient dans... Ça, c'est une histoire inouïe, puis on pourra en parler peut-être de l'aveuglement, en tout cas, des systèmes de sécurité israéliens qui n'ont pas... Ou, en tout cas, il y a des théories complotistes aussi là-dessus. Mais c'est intéressant parce qu'il y avait des femmes dans les services secrets israéliens qui patrouillaient dans ce coin-là et qui avaient prévenu les services secrets, qui avaient prévenu les services secrets israéliens en leur disant « Mais il se passe quelque chose, c'est pas normal ce qui se passe, cette agitation, ils viennent, ils arrivent, tout près de la frontière, etc. » Et c'était des femmes, et visiblement, on ne les a pas écoutées. Intuition. Ce rapport-là, parce que c'est Ronen Bergman du New York Times qui est très branché, ce qui est une autre chose dans le renseignement israélien. Ce qui est intéressant, je trouvais, grosso modo, c'est l'idée qu'il y avait des rapports qui circulaient sur le fait que le Hamas prévoyait une attaque de grande ampleur contre Israël avec des parapentes, avec des roquettes qui allaient faire en sorte qu'on allait focaliser uniquement sur les roquettes, qu'on n'allait plus voir ce qui se passait au sol. Donc, on allait saturer tout le système de défense israélien. Et donc, quelques mois après la publication pas la publication, mais après qu'on décrypte ces informations-là, des femmes du renseignement israélien disent on vient de voir un exercice à Gaza qui semble ressembler étrangement à ça. Wow. Et donc, la question, quand on relit les rapports, c'est mais pourquoi ça n'a pas été écouté? Et on reviendra peut-être à la question du siège, mais à ce moment-là, il y a peut-être une erreur d'analyse sur qui est le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, et quel était son objectif. Parce que je crois que les Israéliens savaient ce qui était ça, mais se sont peut-être trompés sur son projet. Tout à fait. Moi, j'avais dit que je vous dirais un peu ma réaction en 2 mots. Moi, avec toute l'histoire de ce conflit-là, que j'ai vécu depuis le début des années 80, je me suis dit, si seulement le 7 octobre, si cette extrême violence, si cette attaque d'une ampleur aussi importante ne nous convainc pas que le leadership des 2 côtés, israélien comme palestinien, n'est plus en mesure de gérer la crise, qu'est-ce qui va nous convaincre? Et ça m'amène à vous poser la question, vous avez vu la suite, tu l'as dit toi-même, Céline, on s'imaginait même pas l'ampleur de ça. On continue à perdre le contrôle. Qu'est-ce que vous dites de la suite maintenant? On est dans le 8e mois, comme on a dit. Oui, c'est comme j'ai fait une comparaison tout à l'heure sur
sur le 7 octobre. Et on est obligé de faire un peu de comptabilité macabre hein, pour comprendre ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. On est à plus de 35 000 morts, sans doute 40, 42, 45, parce qu'il y a tous les morts qui sont sous les décombres. Prenons même 35 000 morts. J'ai essayé de caler ça dans les... Effectivement, c'est l'événement le plus grave depuis le début du conflit. Le plus meurtrier pour les Palestiniens, précédemment, c'est la deuxième intifada. Vous vous en souvenez de 2000 à 2005, et on a dit c'est une intifada militarisée, donc c'était une intifada très meurtrière. Elle a duré 5 années. Est-ce que vous savez combien il y a eu de morts palestiniens pendant ces 5 années? 3000. D'accord? Donc ça veut dire 10 fois moins de morts en 10 fois plus de temps. 5 ans, 60 mois. Là, on a 35 000 morts en 6 mois. Donc facteur 100. 1 à 100. Mais en fait, pas facteur 100, parce que là, on n'est que sur Gaza. Donc on est sur un tiers de la population palestinienne. Deuxième intifada, c'est partout. C'est 300 fois plus meurtrier. En taux de mortalité, taux de létalité par jour, c'est 300 fois la deuxième intifada. La première intifada, pareil, vous vous en souvenez, les pierres, les tirs sur les enfants et tout. C'est 5 années aussi, 1987, 1992, 1000 morts palestiniens. 1000 morts. Essayons de comparer avec un événement plus comparable. Peut-être certains ont lu la bande dessinée de Joe Sacco qui s'appelle Gaza. C'est un récit sur en fait une opération antiterroriste israélienne en 1956. On a oublié, mais il y avait la guerre de Suez, mais une des autres buts pour les Israéliens, c'était de rentrer dans Gaza et de commencer à taper en fait les premières factions terroristes. Ça dure 6 mois. Donc là, ils rentrent dans Gaza et pendant 6 mois, ils font la guerre contre les terroristes. On est d'accord, on peut comparer quoi. 300 morts. 300 morts. Donc 100 fois moins. Donc c'est vertigineux ce qui arrive. C'est quelque chose de complètement hors de proportion. Et puis pareil, tu as parlé de la Nakba tout à l'heure, tu as rappelé le chiffre, la Nakba de 1948, qui est au fondement du problème des réfugiés palestiniens, c'est 700 000 personnes qui sont expulsées dans tous les pays. Là, on parle de 2,3 millions de Palestiniens qui sont menacés d'être expulsés vers l'Égypte. En tout cas, c'est le plan de l'extrême droite. Et qui sont déjà déplacés intérieurement. Voilà, donc on est obligé, même moi comme historien, et après comme observateur du présent, on est obligé de dire que c'est complètement sans précédent, ça bouscule toutes les lignes rouges, ça a enfoncé toutes les lignes rouges. J'aime bien et donc, le traitement médiatique, de mon point de vue, il n'est pas exagéré, il n'est pas sensationnaliste. On a raison d'accorder du temps à ce qui se passe, parce que c'est sans précédent, ça ne s'est jamais vu, quoi. À la fois sur le quantitatif et sur les modes opératoires. Oui, on ne pouvait pas imaginer, je pense, une réaction comme ça. Enfin, on ne pouvait pas l'imaginer. Oui, on pouvait l'imaginer, mais c'est 100 à 500 bombes par jour qui sont larguées tous les jours sur la bande de Gaza, sur un tout petit territoire, parce que c'est tout petit, hein, Gaza. Ouais. C'est un peu plus grand que l'île de Montréal. C'est plus petit que l'île de Montréal. En fait. Donc, 100 à 500 bombes par jour, c'est des ravages qui sont inimaginables, quoi. Moi, j'ai vu ce qui s'était passé à Grozny ou ailleurs, en Tchétchénie et tout, mais c'est bien plus vertigineux, comme dit Vincent, que ce qui s'est fait ailleurs. C'est sans précédent. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est le peu de réactions que ça suscite. Parce qu'on a beau, toutes les capitales occidentales ont beau dire, il faut de la retenue, il faut qu'Israël fasse attention, etc. Il n'y a aucune réaction, en fait, ni du côté des pays arabes, ni du côté du monde occidental. Donc, c'est aussi ça qui, pour les Palestiniens, est effrayant, parce que quand on est en Cisjordanie ou ailleurs et qu'on parle aux Palestiniens, c'est ça qu'ils nous disent. En Ukraine, la réaction a été immédiate, tout le monde occidental s'est mobilisé pour l'Ukraine, et nous, déjà, on souffre depuis des années, des dizaines d'années, et là, il ne se passe rien. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce sort-là? En fait, c'est ça que les Palestiniens disent. Et chaque fois qu'on parle, par exemple, de l'Afrique du Sud, qui est allée devant le tribunal, la Cour internationale de justice, pour dénoncer ce que fait Israël, pour les Palestiniens, c'est un peu de réconfort, parce qu'au moins, ils ont l'impression qu'ils existent, qu'on pense que quelqu'un se soucie de leur bien-être, mais sinon, c'est ça qui est un peu terrible dans ce conflit-là. Puis nous, comme journalistes, on est un peu impuissants face à ça, parce qu'on n'a pas accès à la bande de Gaza. On fait des demandes. Nous, le Canada, en plus, à cause de sa position un peu plus nuancée que celle des États-Unis, Israël ne nous a
jamais permis d'entrer sur le territoire de Gaza. Il n'y a pas de Canadien qui a pu rentrer encore. Il y a quelques médias étrangers qui ont pu rentrer quelques heures avec l'armée israélienne. Il y a hit and run, comme on dit, mais, pour voir un peu l'aspect, la guerre du côté israélien. Mais à la limite, c'est déjà ça, c'est pouvoir rentrer, c'est regarder la destruction, la voir par nous-mêmes. Et heureusement, oui, qu'on a des journalistes palestiniens sur le terrain, parce que c'est aussi la grande différence, je pense, de cette guerre-là dans la couverture. C'est qu'on a aussi eu une couverture presque en direct de l'impact de cette guerre par ces journalistes qui ont un courage incroyable. Il y a des, combien, 150, 180 il y a une centaine de journalistes qui sont morts, qui ont été tués, quoi. Je pense qu'on les célèbre pas assez, mais ils ont pris des risques qu'aucun reporter de guerre prendrait. Parce que je connais aucun reporter de guerre qui est allé à la guerre avec ses enfants. Puis les journalistes palestiniens qui sont à Gaza, qui couvrent le conflit depuis le début, ils couvrent le conflit avec leurs conjointes, avec les enfants qui sont parce là qu'ils en ont même temps, déménagé, ils ont été formés. Parce que c'est leur vie, Ils sont souvent déplacés de leur maison. Il faut aller couvrir. Puis à Gaza, tout le monde se connaît. C'est vraiment c'est un gros village aussi. Donc c'est aussi à chaque jour des gens que tu connais qui se font tuer. Donc le choc est énorme. Et donc, on a la chance quand même. Des fois, les gens posent des questions pourquoi les grandes agences de presse, est-ce qu'ils sont encore essentielles? Moi, je me rends compte qu'il y a d'avoir des bureaux. Parce que nous, à l'AFP, on a des bureaux à Gaza, comme Reuters, comme AP, comme BBC, comme Al Jazeera. Il y a 5 ou 6 médias dans le monde qui ont des bureaux permanents à Gaza, mais ça a permis quand même au reste de l'humanité de voir ce qui se passait. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que du côté des médias israéliens, on était sur la question des otages. Donc, c'est drôle parce que les médias palestiniens ne parlent pas beaucoup des otages israéliens, ils sont sur leur truc à eux. Les médias israéliens sont à 100% sur la question des otages, puis les médias internationaux naviguent un peu entre les deux. Puis parfois, quand on remet des fois en question le travail des journalistes, je pense quand même qu'il faut reconnaître cette capacité à mettre quand même les caméras des deux côtés parce que ça se fait pas. Puis du côté palestinien aussi, parce que dans la presse israélienne, on parle assez peu quand même de la réalité sur le terrain de Gaza. Non. On en parle très peu. Qui disait ça hier. Les images, on ne les voit pas beaucoup. C'est pour ça qu'on a arrêté la diffusion d'Al Jazeera. C'est toi qui disais ça hier. On voit juste la guerre du côté israélien. Donc, chaque jour, on montre des images des soldats israéliens, ce qu'ils ont fait, etc. Mais on montre très, très peu à la télévision, sur les chaînes israéliennes, la réalité palestinienne. Mais de toute façon, je pense que, comme je l'expliquais hier, je pense que les Israéliens ne peuvent pas ou ne veulent pas voir de toute façon cette souffrance-là. Et tu parlais des codes d'écoute, mais eux, quand ils ont commencé à montrer les chaînes au début, j'avais parlé à un animateur d'une de ces chaînes-là, la chaîne 12, il m'avait dit, au début, quand on montrait des images des Palestiniens, nos codes d'écoute baissaient, donc on a arrêté d'en montrer. En fait. Ils n'en montrent pas. Il y a évidemment le journal de gauche, Haaretz, qui en parle et qui dénonce ce qui se passe, mais c'est très peu. De la même façon, si on a le temps, on pourra parler de ce qui se passe en Cisjordanie, parce que tu l'as évoqué hier, mais c'est un autre aspect de la guerre. Il y a une vengeance là, de la part des extrémistes colons israéliens que l'armée même ignore, l'armée n'intervient pas, et qui a fait, on dit, plus de 1000 morts de ce côté-là aussi, incluant les attaques israéliennes pour essayer de... comme ça s'est passé à Jenin encore hier ou avant-hier. Et donc, on a parlé de la couverture. Je pense qu'on ne sait pas assez ce qui se passe malgré tout, malgré ce que les Palestiniens font, parce que tout se passe dans un lieu et chaque fois qu'on a l'occasion de voir l'ampleur de la destruction par des drones ou par des... J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie dans aucune guerre. On dit, des gens ont comparé les bombardements contre les Allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où on détruisait des villes comme Dresde et tout ça, et puis l'ampleur n'a rien à voir avec ça. Là. Et ça nous amènera, tout à l'heure, on parlera de ça quand on parlera d'une sortie de crise possible ou non. Mais je voudrais parler du leadership. Moi, j'ai dit, comme je vous ai dit, si ce n'est pas une preuve qu'on a perdu le contrôle des deux côtés et qu'il faut peut-être que d'autres interviennent, je ne sais pas, parlons du leadership. Parce que c'est sûr que le radicalisme, depuis le 7 octobre, n'a fait que s'accroître des deux côtés.
Mais parlons d'abord du côté israélien, parce que la destruction, c'est le fait d'Israël, principalement. Alors, moi, sur le leadership, on a perdu le contrôle. En fait, des deux côtés, ceux qui avaient investi tout leur capital politique dans les négociations d'Oslo ont fait un pari qui a raté. Donc, la gauche israélienne d'un côté et l'OLP de l'autre. Donc c'est logique qu'ils soient décrédibilisés. Ouais. D'un point de vue historique, ils ont joué, ils ont perdu. Voilà. Pour des raisons, responsabilité partagée, en tout cas, ils ont perdu. Et donc, vis-à-vis de leur population, ils sont, pour un bon moment, ils sont complètement décrédibilisés. Et donc c'est l'extrême droite suprémaciste, fasciste, israélienne d'un côté qui monte en puissance, et puis c'est le Hamas de l'autre. Donc ça, c'est assez logique. Après, moi, je ne ferai pas un parallèle entre les deux, parce que Sinwar, et ça, pour le coup, il y a plein d'excellents journalistes. Je me souviens d'un portrait de Piotr Smolar, le correspondant du Monde. Une petite parenthèse, Vincent. Ouais. Sinwar, c'est un personnage qui est apparemment vraiment le chef de l'opération du 7 octobre, le vrai leader des miliciens du Hamas. Ouais. Il s'appelle Yana Sinwar. Et c'est un personnage qui a passé 20 ans dans les prisons israéliennes, qui connaît très bien Israël, qui en a probablement accumulé toutes les frustrations. Oui, bon, il connaît très bien Israël, il lit parfaitement l'hébreu, il parle parfaitement l'hébreu, il lit la presse israélienne 3 fois par jour, etc. Comme beaucoup d'anciens prisonniers. Hein, ouais. C'est toujours cette... Et Sinwar, il a réfléchi depuis longtemps. On sait très bien que cette opération, elle a été montée entre quelques personnes. Hein. On ne peut pas monter une opération comme ça en discutant avec le bureau politique de Doha ou en Turquie, non. Où il y a plein d'espions partout. Et c'est impossible. C'est la cellule de Gaza qui a préparé ça, qui a organisé ça. Et son plan, il fonctionne. Le plan, c'était d'aveugler l'adversaire, aveugler non seulement le gouvernement, mais la société civile israélienne, la rendre aveugle de rage, la faire réagir avec ses tripes, et non pas avec sa raison, même pas, et donc de les pousser dans le vide, quoi, pour que l'image d'Israël se décrédibilise sur le plan international. Et ça fonctionne. Alors, c'est vrai qu'il faut faire la part entre l'opinion publique et les instances internationales. Les instances internationales, elles sont, à part la Cour internationale de justice, tout ce qui est du droit, les diplomates sont un peu en arrière, mais l'opinion publique, c'est incroyable. Je veux dire, les sondages qu'on voit aux États-Unis sur les démocrates, sur les jeunes démocrates, y compris sur la communauté juive américaine, hein, qui est énorme, montrent qu'il y a un divorce complet avec Israël. Et ça aura des impacts stratégiques, géostratégiques de très long terme. Donc de ce point de vue-là, Sinwar, il a réussi son coup. Et il a visé juste, il a visé évidemment au moment où il y avait un gouvernement d'extrême droite, parce qu'il savait que c'était la bonne cible, et il savait qu'il y avait Netanyahou, qui, moi je l'ai toujours dit, Netanyahou c'est le meilleur des tacticiens, mais c'est le pire des stratèges. C'est-à-dire qu'il n'a aucune vue stratégique. C'est ça. Tactiquement, il est imbattable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on croit qu'il est coincé, il va toujours s'en sortir, faire des... Mais il n'y a aucune vision stratégique. Sinwar, c'est le contraire. Il a une vision stratégique, il y avait un objectif, et il y a des grands observateurs israéliens, Eli Barnavi l'autre jour, avec qui j'ai échangé, ancien ambassadeur d'Israël en France, un historien aussi, il a dit Israël est en train de perdre la guerre. Israël est en train de perdre la guerre. Ce n'est pas parce qu'il y a des dizaines de milliers de morts civils, ce n'est pas parce qu'ils sont rentrés, y compris dans Rafah, qu'ils vont gagner la guerre. C'est meurtrier, mais regardez là, les combats, ils se passent à Jabalia, ils se passent dans le nord, ils se passent dans le centre de la bande de Gaza, où on nous disait qu'il y a 3 mois, tout était nettoyé, qu'il n'y avait plus de terroristes. Ça repart d'une violence incroyable. Tout à fait. Donc, tactiquement, y compris sur le plan tactique, ils sont en train de perdre la guerre. Donc, du point de vue du leadership, moi, c'est ça qui me frappe. Avec tous les dommages, malheureusement, que ça a causé. Mais Céline, moi, je dis tout le temps, je l'ai dit hier devant vous, je pense que quand on est un État démocratique au Moyen-Orient, appuyé par les grandes démocraties, appuyé militairement par les États-Unis, qu'on a la plus grande armée de la région, on a le devoir de régler ce conflit éternel. On a le devoir. Moi, je dis tout le temps ça aux Israéliens. Et au contraire, si on parle du leadership de Netanyahou, ça fait 10 ans, 15 ans, qu'il ne fait que mettre de l'huile sur le feu, encourager la colonisation, traiter les modérés palestiniens comme l'autorité palestinienne comme des chiens, etc., etc. Donc,
est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité énorme dans tout ce qui se passe? Mais c'est sûr qu'il y a une responsabilité parce qu'en plus, c'est Benjamin Netanyahou qui a encouragé la montée du Hamas. Alors, on ne le dit pas En plus, assez. déjà. Mais c'est... évidemment, le mouvement a été créé à Gaza et par les Palestiniens, mais le gouvernement israélien a pendant des années encouragé ce mouvement pour diviser les Palestiniens. Donc, il y avait l'autorité palestinienne qui était en Cisjordanie et puis il y avait le Hamas à Gaza, donc pour diviser les Palestiniens et pour faire en sorte qu'il n'y avait jamais de négociation possible sur quoi que ce soit, parce qu'on disait toujours, les Israéliens disaient toujours, il n'y a pas d'interlocuteur. Le gouvernement a encouragé ça. Je ne sais pas à quel point c'était très public en Israël et les gens en discutaient beaucoup, mais... Smotrich, il l'a dit publiquement. Oui. Smotrich, Ça, il disait l'autorité l'extrême droite palestinienne, du la ministre gouvernement. des Finances. Là. ouais, c'est la menace, il le disait à la télévision. Et le Hamas, c'est notre atout. Oui. Qu'il le disait, lui, Alors, tranquillement. ils ont utilisé le Hamas, mais sans voir qu'ils étaient en train de créer un monstre, parce que quand même, il ne faut pas non plus oublier la responsabilité du Hamas dans Ouais, tout ça. tout Il faut exactement, quand même se poser exactement. la question, 35 000 morts et peut-être probablement beaucoup plus, parce qu'on n'est pas en mesure Et de la compter destruction. tous les morts qui sont dans les décombres, etc. Comme disait Vincent, le chiffre est peut-être beaucoup plus important que ça, même si les Israéliens tentent toujours de dire que c'est impossible, etc. Mais quand on regarde la destruction, c'est très possible et c'est probablement plus. Donc, il ne faut pas encore, quand même oublier que le Hamas a laissé faire ça aussi, quoi. Ils auraient pu rendre certains Je ne otages. pense pas qu'il a ils laissé auraient- faire, je pense que c'était le but. Mais sa propre population. Bien sûr. Ouais. Ça s'appelle Ouais, une guerre moi, révolutionnaire. je suis trop En naïve, je suis langage trop naïve, idéologique, je c'est pense. une guerre révolutionnaire. Pour- Non, mais c'est un mouvement révolutionnaire. Ouais. Les civils n'ont pas de... il pas s'agit de de libérer voilà, et s'il faut qu'il y ait 100 000 morts pour ça, c'est pas... Eux, ils sont dans les 8e sous-sols, ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité, ils Ouais, ont tout ce puis qu'il ils faut. survivent parce que Survivre. quand on disait ils sont à Gaza, les Israéliens ont détruit toute la ville de Gaza parce qu'ils étaient dans les tunnels à Gaza. Ensuite, ils étaient à Khan Younes, ils ont détruit toute la ville de Ouais. Khan Younes parce Et qu'ils on- étaient là. Maintenant, ils veulent détruire Rafah et les Américains disent qu'il est maintenant retourné à Khan Younes. Donc, Ou à Jabalia, parce que Ou à par en dessous, ça Jabalia. circule. Exactement. Circule, ouais. ouais. Guillaume, un mot là-dessus, mais je voudrais amorcer la fin, Mais c'est-à-dire la solution est possible ou non, Juste rapidement, parce que je veux ouais, que les gens puissent parfait, poser mais des questions. juste rapidement sur le Hamas, parce que moi, ce qui me fascine, c'est que tu sais, j'ai l'impression que plusieurs médias ont découvert que le 7 octobre, il y avait un conflit. Alors que nous... Ça faisait longtemps qu'on n'en parlait On n'en plus. parlait plus, mais alors que nous, on faisait ça à 24/7, à couvrir ce conflit-là, puis à voir les micro-signes de problèmes. Puis je vais prendre un exemple très précis. Au printemps 2021, les Palestiniens doivent tenir une élection présidentielle. OK? Mahmoud Abbas est au pouvoir depuis près de 20 ans, sans élection. Il y a 88 ans. Il y a un paradoxe incroyable, par exemple, du côté palestinien, c'est que vous avez la population à peu près la plus jeune Ouais. du Puis on monde est arabe, vieux qui les avec dirige. un dirigeant le plus vieux à peu près du monde arabe. OK? Donc quand vous regardez les sondages, parce qu'il y a des sondages qui sont faits dans les territoires palestiniens, le Hamas est promis dans les sondages bien avant le 7 octobre, et surtout en Cisjordanie. Parce qu'à Gaza, les gens ont vécu ce que c'est d'être gouverné par le Hamas. En Cisjordanie, ils le fantasment parfois parce qu'ils ont l'autorité palestinienne avec une autorité qui est corrompue, affaiblie, puis qui est un peu à la solde, d'une certaine manière, de ses relations avec Israël. Et donc, à ce moment-là, je me souviens très bien d'avoir parlé des diplomates occidentaux qui étaient de l'ordre de « Oui, mais Guillaume, on ne peut pas avoir d'élection parce que le Hamas va gagner. Qu'est-ce qui va se passer? » Puis moi, j'étais dans l'ordre, je me souviens, on prenait un café, puis j'étais comme « Mais qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas d'élection? » Parce qu'en fait, à ce moment-là, le but du Hamas, à ce moment-là, c'était de se dire « Écoutez, nous, on va aller aux élections, on va gagner les élections législatives, on va laisser la présidentielle à l'autorité palestinienne, OK? Puis on va intégrer l'OLP. L'OLP, c'est la seule entité reconnue par tous pour représenter les Palestiniens. L'OLP, c'est l'Organisation de Libération de la Palestine. Palestine de Yasser Arafat. C'est ça. Et donc, l'idée, c'est pour le Hamas, c'est on va intégrer l'OLP, comme ça, on va avoir une légitimité Je comprends. internationale. Sans disparaître, parce que Sans disparaître. l'OLP, c'est une fédération C'est un de- parapluie. C'est un parapluie, mais de on va être dans le partis. parapluie. Ouais. Et moi, j'ai senti à ce moment-là, parce que j'ai rencontré, je me souviens très bien, l'assistant de Yahya Sinwar, Khalil El Hayya, dans son bureau, qui était bombardé depuis, qui était de l'ordre de s'il n'y a pas d'élection, je ne dis pas ce qu'on fait. Ouais. Tu vois? Mais
Et je pense qu'il y a eu un moment où le Hamas était en quête de légitimité internationale, puis on lui a tourné le dos. Il avait gagné en 2006. Oui, il avait gagné en 2006, puis il savait qu'il allait gagner les élections, mais Tout à fait. on n'a tellement pas voulu C'est pour ça qu'il de faut pas ça d'élection. que peut-être que la bête, entre guillemets, a pris des moyens encore plus féroces pour... Je voulais vous ramener à... Moi, j'ai dit, si on ne se rend pas compte là, qu'il y a une impasse des deux côtés à cause des deux leaderships des deux côtés, comment on trouve une solution? Est-ce que c'est un point de non-retour? Est-ce qu'on va se rendre compte que c'est allé tellement loin qu'on va trouver une solution? Est-ce qu'il y en a une? Et puis, en corollaire de ça, moi, ce qui me surprend aussi dans tout ça, c'est la faiblesse des Américains, incapables d'influencer cette situation-là, et l'absence des autres puissances qui pourraient faire quelque chose, comme la Chine, la Russie, ou etc. Alors, y a-t-il une solution? Quand on n'est même pas capable d'organiser un cessez-le-feu de 40 jours. Là. Alors, non mais, bon, on est obligé le conflit, il va se terminer d'une manière ou d'une autre, quoi. Mais sur ce territoire-là, sur l'ancienne Palestine du mandat anglais, il y a 7,5 millions de Juifs israéliens et 7,5 millions de Palestiniens. Ouais. Exactement pareil. Dont 2,3 millions à Gaza, 2 millions, un peu plus de 2 millions en Israël, c'est les Palestiniens d'Israël, et puis plus de 2 millions et demi en Cisjordanie. Hein. C'est 3 blocs à peu près les Palestiniens. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un chassé-croisé incroyable sur le plan historique, quoi. C'est que Israël, et même avant Israël, le mouvement sioniste qui a toujours joué la carte de la légitimité internationale, du droit international, qui étaient les bons élèves, qui demandaient à l'ONU, on rentre, qui acceptaient tous les plans de partage et tout. À partir de Netanyahou, il faut le dire, ils ont fait un autre pari, c'est le droit international, c'est terminé. C'est ça. Nous, on fait le pari de la force, et c'est pour ça qu'on va s'allier d'ailleurs avec des îles libéraux, avec Trump, avec Bolsonaro, avec Orban, etc., tout l'axe de ces crypto-fascistes, parce qu'en fait, le droit international, c'était le monde d'avant, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au même moment, l'autorité palestinienne, l'OLP, a fait le pari inverse. C'était eux les voyous avant. C'était eux qui faisaient les attentats de Munich, les détournements d'avions, etc. Et même après Oslo, ils ont continué, et ils continuent de jouer la carte du droit international et des instances, et on rentre à l'ONU, État observateur, on voudrait rentrer, on rentre à l'UNESCO, on fait appel à la CPI, à la CIJ, etc. Donc voilà, chacun fait un pari. On ne sait pas, ça renvoie à la discussion d'hier sur c'est quoi le nouvel ordre. Ouais. Est-ce qu'on est sorti du monde du droit? Est-ce qu'on arrive dans le moment de la force brute? Si c'est le moment de la force brute, Israël a gagné. Parce que c'est le plus fort. Voilà. Israël à court terme. Va gagner. À court terme. Voilà, à court terme. Si on arrive à rétablir un ordre international fondé sur le droit, forcément, c'est les Palestiniens qui l'emporteront parce qu'ils ont le droit pour eux, quoi. Donc on est à un moment, et on sait, franchement, qui sait si Poutine va gagner ou... C'est pour ça que tu as raison, l'Ukraine est liée. Ce qui se passe en Ukraine va aussi décider de ce qui se passe là. Parce que si Poutine gagne, vous imaginez bien que le règne de la force et que tous les affreux vont sortir. Le ministre de la Défense de Netanyahou, Yoav Gallant, a dit hier ouvertement, il a demandé à Netanyahou, as-tu un plan de sortie? Et les Américains lui demandent ça. C'est ça qui est dangereux, je trouve, dans cette situation-là. C'est qu'il n'y a pas de plan pour l'avenir. On dit qu'il n'y avait pas de plan pour la guerre non plus. Non, mais Yoav Gallant avait un plan. Oui. J'ai lu le plan Gallant pour l'après. Parce que rapidement, on est passé... Tu sais, au début, Netanyahou disait que la guerre va durer 3 mois. Okay? Puis ça me faisait penser à George Bush en 2003, lorsqu'on nous disait ça va durer 3 mois, ça va être mission accomplie. Ouais. Tu vois, puis c'était la même... Puis on va débassifier l'Irak. Vous vous souvenez, il n'y aura plus de... Ouais. C'est la même chose qu'on disait sur Gaza, c'est-à-dire il n'y aura plus de Hamas sur place. Ouais. Puis là, la question, c'était tout de suite, bon, mais qu'est-ce qui vient après? Okay? Et la question, Netanyahou n'a jamais dit ce qu'il voulait après. Je pense que les Américains sont très inconfortables présentement parce qu'eux veulent quelque chose. Ouais. Okay? Et ça ne peut pas être le Hamas pour eux, mais si vous parlez aux Palestiniens, le Hamas va faire partie de l'équation. Ouais. Okay? Ça va être difficile à accepter pour Israël,
difficile à accepter pour les Israéliens, pour les Américains aussi. Mais quand vous parlez même avec des leaders laïcs palestiniens, ils savent très bien qu'il y a des gens de Hamas qui vont rester. C'est pas possible de faire ça. Ouais. Mais ce qu'on ne voit pas, puis ce que je trouve comme journaliste, c'est peut-être là-dessus que je nous trouve un peu moins bon, pour être franc, c'est qu'il se passe plein de choses en coulisses. Ouais. Énormément de discussions entre le Qatar, entre l'Arabie saoudite, à Washington, à Paris ou quoi que ce soit, entre les chefs des services de renseignement, avec des leaders palestiniens qui sont convoqués, pour essayer de voir le monde d'après. Et le problème qu'on a dans tout ça, c'est que d'un côté, il y a des dirigeants israéliens qui comprennent ça, puis il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Et je pense que les Américains, Biden, voit sa présidence lui glisser potentiellement entre les doigts à cause que en Israël, il n'y a pas de leader politique qui prend le relais pour lui d'un État palestinien que les États-Unis appellent maintenant de leur vœu. Céline, un petit mot sur ça? Mais juste pour dire la vision d'une solution? Non? La vision d'une solution, tout le monde parle maintenant du retour de cette solution à deux États, un État palestinien, un État israélien. Sur le terrain, je ne vois pas trop comment ça peut fonctionner avec ce qui reste des territoires palestiniens maintenant, à moins qu'on sorte les 700 000 colons qui sont là et qui occupent une grande partie du territoire, parce qu'on parle de 700 000 personnes, mais il y a quand même toutes les routes qu'ils contrôlent, il y a tous les accès qu'ils contrôlent. Donc, je ne vois pas, enfin, à moins que ça finisse en guerre civile et qu'on sorte les colons de là, je ne vois pas trop comment ça serait possible. Puis sinon, un État binational, parce que j'ai Elie Barnavi, toujours, qui n'est pas un gauchiste extrémiste, hein, ancien ambassadeur d'Israël en France, sur la question des colons. On a dit, alors comment on fait pour les faire sortir? Il y a donc 700 000, 750 000 colons maintenant. Ouais. Pour faire sortir les 8 000 colons de Gaza en 2005, il a fallu 24 000 policiers et soldats. Et j'étais là. 3 pour 1. 3 pour 1. Ouais. Vous imaginez pour 750 000 personnes, c'est en fait qui sont armés maintenant, qui sont armés bien plus. Bon. Et Elie Barnavi, il a dit, on lui a demandé à la radio française un matin, qu'est-ce qu'on fait avec les 750 000 colons? Il a dit, le sang va couler. Oui, je me souviens de ça. Il nous l'a dit aussi chez nous. Exactement. Que tu dis, alors, la guerre civile. Je voudrais laisser aux gens de la salle, il nous reste même pas 15 minutes. Allez, je vois une main qui se lève là-bas. Et puis... Taïeb Moala, journaliste au Journal de Québec. Premièrement, je vous remercie d'avoir replacé le contexte historique, puis souvent on manque beaucoup de ça, probablement faute de temps aussi, mais parfois faute d'intérêt. Ouais. Le fait d'avoir rappelé que ça n'a pas commencé le 7 octobre. C'est important, vous avez donné l'exemple du 7 octobre, quand vous avez dit il y a eu une bande de gens armés qui ont attaqué une population pour le sentiment de sécurité des Israéliens, mais dans la vraie vérité, par ailleurs, ces bandes armées qui attaquent des gens, les gens de Cisjordanie le vivent continuellement avec les colons depuis des dizaines d'années. Donc, peut-être que ça ne se passe pas de façon aussi spectaculaire que le 7 octobre, mais c'est quand même assez connu. Donc, c'était important de ramener cette perspective historique. J'ai juste un mot par rapport, en tout respect, Monsieur Lemire, j'ai été surpris par une de vos remarques quand vous avez dit qu'Israël s'est toujours inscrit dans le droit international, à part ces derniers temps. Je suis dans l'obligation de vous contredire totalement, parce que à part le plan de partage de 47 qui a été évidemment accepté par à l'époque les milices sionistes qui sont devenus après l'État d'Israël en tant que tel, comme on le connaît aujourd'hui, Israël a systématiquement bafoué toutes les résolutions du droit international, 242, 338, surtout 194, le droit au retour des réfugiés, qui en Israël, n'importe qui à qui vous parlez du 194, il vous dit « Ah ok, donc vous voulez annihiler l'État d'Israël automatiquement ». Donc, un autre exemple sur les résolutions, si on oublie aussi la Palestine, parce qu'on parle beaucoup de la Palestine, en Tunisie, je suis tunisien, le 1er octobre 1985, Israël a bombardé la Tunisie, a tué 68 personnes, a été condamné par l'ONU pour une rare fois. Les États-Unis n'avaient pas appliqué leur droit de veto et c'est resté, ça n'a jamais été appliqué. D'accord. Donc, quand vous dites qu'Israël a toujours été du côté du droit international, permettez-moi d'essayer de nuancer cette affirmation. Peut-être que j'ai mal compris. Ouais. Si je peux juste répondre là-dessus, en fait, c'est peut-être un malentendu. Moi, je parlais de la légitimité internationale. C'est-à-dire que Israël, oui, pouvait aller contre les résolutions, mais restait toujours à l'intérieur des lignes, en tout cas pour que la diplomatie occidentale ne condamne pas les Israéliens. Aujourd'hui, c'est comme si ils en ont plus rien à faire, quoi. Il y a aujourd'hui des déclarations de ministres israéliens du gouvernement et qui sont même dans le cabinet de sécurité qui appellent ouvertement à la déportation massive
des Palestiniens Tout à fait. de Gaza ou à des bombes nucléaires, etc. Donc, ce n'est pas sur la question de la légalité. Sur la légalité, je vous rejoins entièrement, en tout cas à partir de 1967, c'est très clair, mais c'est sur la question de la légitimité. Jusque-là, les gouvernements israéliens, même Shamir, même de droite, etc., ils faisaient attention à la question de la légitimité. Et ça aussi, je le redis souvent, Poutine, il peut faire les pires atrocités en Ukraine ou en Tchétchénie ou ailleurs. Vous n'entendrez personne nier le droit aux Russes d'être Russes en Russie. Ouais. Israël a été fondé à la suite d'un vote de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, en fait, c'est un des rares pays de la planète qui a besoin d'un minimum de légitimité internationale. C'est ça mon point. Pas la légalité, c'est autre chose. Mais la légitimité, c'est l'opinion publique, c'est vous, moi. Et ça, à mon avis, elle est en train de s'effriter quand même très, très, très gravement. Et les dirigeants israéliens ont lâché là-dessus. Une question là. Oui, on a un peu parlé des États-Unis dans ce que vous avez dit, mais il est inévitable que les États-Unis ont un rôle à jouer. Ils ont soutenu Israël tout le temps, fournissent encore des armes qu'on voudrait voir plutôt en Ukraine que donner à l'armée israélienne. Quel va être le rôle des États-Unis quand même, en fait? On voit qu'ils ont de la misère à le jouer, là, mais il me semble que la solution, les Américains ont un rôle à jouer dans cette solution. C'est quoi le rôle qu'ils peuvent jouer encore? Ils n'ont pas joué un rôle très... Ben, ils ont joué. C'est le plus grand allié de l'État d'Israël qui dépend du financement pour ses armes et son financement, etc. Puis jusqu'à présent, ben, Joe Biden reste du côté israélien. Quoi. Je ne pense pas que... Il a beau dire... Je pense que sa position évolue au fil des mois qui passent et au fil des horreurs qui se produisent. Mais jusqu'à présent, Israël n'a pas été lâché par les États-Unis. On a menacé de suspendre un peu certains armements, mais je crois qu'ils vont continuer de jouer ce rôle-là, en fait, jusqu'à présent. Il y a peut-être des problèmes au niveau électoral pour Joe Biden, parce qu'il y a quand même maintenant une minorité, une population arabo-musulmane aux États-Unis aussi, qui a un certain poids dans certains États. Mais je vois mal les États-Unis arrêter de financer Israël. Moi, je pense que c'est la question, c'est si Netanyahou va soutenir Biden. Parce que je pense qu'il je renverse un peu Trump. l'équation, parce que je vous ai parlé de l'après, parce que c'est le point aveugle présentement, puis ça m'apparaît essentiel, parce que on parlait du droit international ou quoi que ce soit. Des fois, j'ai le sentiment que, ben c'est un sentiment, c'est pas, mais que les gens pensent que la Cour internationale de justice va régler le problème. Que quand il y aura une décision de la Cour internationale de justice, là, avec un mot ou un autre, tout va arrêter. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben non. Et il va falloir avoir des solutions qui soient négociées. Okay? Et donc, c'est l'après. Et je pense que Netanyahou Netanyahou ne peut pas finir sa carrière politique sur la création d'un État palestinien. Il a bâti toute sa carrière politique sur le fait qu'il n'y en aura pas. Donc, je ne vois pas Netanyahou signer quoi que ce soit avec un État palestinien, qu'il soit petit, grand, moyen. Et donc, il fait probablement le calcul de se dire, ben, il y a la présidentielle américaine en novembre prochain. Tant qu'on peut tenir la guerre jusqu'à un certain moment où l'après, de toute manière, je ne le négocierai pas avec Biden, je le négocierai avec les républicains, ce sera un après qui sera en ma faveur, et à la limite, je passerai le bâton à un autre, mais moi, par mon mandat, je ne resterai pas au pouvoir. Et s'il y a des élections en Israël, parce qu'il risque d'en avoir aussi, parce que les Israéliens se posent beaucoup de questions, j'imagine un moment où ça va être après la campagne à Gaza, mais avant de rentrer dans le dur de négociations sur l'après-Gaza, parce que Netanyahou ne peut pas arriver en disant oui à un État palestinien. Moi, je ne peux pas voir ça. Ouais. Il risque d'être défait. Et donc, Biden n'a pas d'allié côté israélien pour pousser tout à fait. Quoi que ce soit. Et ça fait une sorte de serpent qui se mord la queue. J'ai une question là. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Une là-bas. Oui, bonjour. J'ai une question. Je ramène un peu le conflit au Québec et au Canada. Quelle lecture faites-vous des occupations des campus, des manifestations ici, de la couverture journalistique qu'il y en a? D'abord, une chose que je dis... aux visiteurs. Non, mais parce qu'en France aussi, on est tout à fait... et puis moi, je suis prof à l'université, donc
Bon, d'abord, faire la part effectivement pour le coup de l'écho médiatique Columbia ou Sciences Po à Paris ou quoi. Et puis moi, dans ma petite université, je peux vous dire, c'est assez tranquille. Hein, alors qu'il y a tout. Hein, il y a des gens voilés, pas voilés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a un retour du refoulé. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas parlé de ce conflit, nous, parce qu'on a un certain vécu, on n'est pas tout jeune. Mais on n'a pas parlé en fait à cette génération, on ne leur a pas enseigné le conflit. Et même, je vais vous dire pire que ça, très concrètement, le 9 octobre, nous les universitaires français, on a reçu une circulaire de notre ministère qui a dit « vous ne parlez pas ». Pas de débat, rien, le couvercle, voilà. Et voilà ce qui arrive. Quand on ferme le couvercle, alors qu'ils étaient demandeurs, les étudiants, et que ça aurait été aux enseignants de prendre en charge les débats, de canaliser, etc., et ben, il s'est passé un grand retour du refoulé, et ils ont mis les tentes dans les... Voilà. Donc, non, c'est logique, ça devait arriver, et après, il y a des accusations qui sortent, etc., on a accusé à un moment, je ne sais pas, en France, que les étudiants qui avaient des mains rouges faisaient référence au lynchage de 2 soldats israéliens à Ramallah en 2000. Alors d'abord, ils n'étaient pas nés en 2000. Oui, mais on se souvient. Mais eux. Et puis moi, je regardais des images, les familles d'otages à Tel Aviv, les familles d'otages israéliens à Tel Aviv, elles ont les mains rouges tout le temps. Ça veut dire on est contre nos dirigeants qui ont du sang sur les mains. Ouais. Donc, en fait, on a aussi accusé ces étudiants parfois à tort. Ils sont toujours évidemment dans la radicalité, etc. Mais c'est logique en fait qu'ils se soient soulevés et qu'ils continuent de se soulever, de mon point de vue. Moi, je dis aussi, il ne faut jamais l'oublier, surtout en Amérique et au Canada, parce que je me souviens que Mélanie Joly m'avait dit ça. Elle m'avait dit, Jean-François, on ne peut plus parler d'Israël de la même façon. Là, on a au Canada à peu près 1 800 000 musulmans ou arabo-musulmans, tout compris. Et il y a 300 000 juifs. Il y a une pression là, qui s'exerce, qui ne s'exerçait pas lors de la dernière grande crise. Et c'est la même chose aux États-Unis. Les électorats changent, vous le voyez. Et donc, ça, c'est ce qui explique en partie l'émergence de la discussion publique, pour revenir à ton terme et tout ça. Et donc, ça, c'est une donne qui change. Cela dit, moi, je n'explique pas du tout la faiblesse de la réaction du Canada depuis le début de cette crise-là. Ça, c'est une autre histoire. Voulez-vous ajouter un mot si on passe à une question là-bas? Oui? Plus fort, s'il vous plaît. Oui, ce qui m'étonne, c'est le peu de réaction des gouvernements locaux qui devraient appuyer plus fortement les Palestiniens. J'ai l'impression que c'est une patate chaude pour beaucoup de pays. Pour les pays du Moyen-Orient, oui, moi aussi, ça, je trouve. C'est quand même des puissances pétrolières qui auraient peut-être un levier à quelque part. Il y a évidemment le travail qui se fait, tu l'as évoqué, Guillaume, je pense, dans les coulisses et tout ça, il y a beaucoup de discussions. Le rôle du Qatar, l'Arabie saoudite prépare la suite, semble-t-il, avec les Américains. Mais c'est vrai que le Moyen-Orient comme tel Moi, j'ai expliqué à un moment donné aussi dans mes chroniques qu'il y a eu des manifestations dès le début dans les pays arabes. Mais très souvent, quand il y a des manifestations comme ça, les manifestants en profitent pour réclamer de leur gouvernement d'autres changements, puis ou d'accuser leur gouvernement d'être trop faible par rapport aux Palestiniens. Puis c'est un prétexte pour lutter contre leur dictateur. Et donc, les manifestations sont très réprimées. Elles ont été réprimées dès le début, du conflit dans les pays arabes. Mais sauf que cet abandon des pays arabes, il ne date pas de 7 octobre. C'était bien avant. Quoi. Ouais. Les pays arabes ont laissé et abandonné les Palestiniens à leur sort depuis longtemps. Mais pourquoi? On parle d'un pays qui n'est pas arabe, c'est l'Iran aussi. Puis je pense que on dit qu'on n'a pas parlé du conflit pendant des années. Il y a quand même 2 choses qui, selon moi, ont quand même changé la donne. C'est que il y en a une qui est assez normale, c'est qu'il y a eu les printemps arabes qui ont fait en sorte que l'actualité du monde arabe s'est quand même focalisée de la Tunisie à l'Égypte, à la Libye, à la guerre en Syrie ou quoi que ce soit. Donc le conflit israélo-palestinien passait un peu en deuxième ordre. L'autre chose, c'est que les Israéliens aussi, avec la question du nucléaire iranien, ils se sont quand même un peu dit,
notre ennemi fondamental, c'est pas nécessairement les Palestiniens, nos voisins palestiniens, c'est l'Iran qui pose une menace ontologique ou fondamentale à l'existence même d'Israël. Là, ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a aussi une bataille au Moyen-Orient entre l'axe que je dirais, c'est l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats, puis de l'autre côté, l'axe un peu entre guillemets, de la résistance qui est celui de l'Iran avec les Houthis au Yémen, avec la Syrie, avec une partie des chiites en Irak ou quoi que ce soit, ce qui fait en sorte que le soutien aux Palestiniens n'est pas le même des deux côtés, parce que d'un côté, on le laisse aller en libre cours, et de l'autre côté, on le jugule un peu parce que d'un côté, on soutient aussi le Hamas. Je veux dire, l'Iran, comme les Houthis, comme le Hezbollah, on peut voir au Liban. Donc la région est profondément aussi polarisée là-dessus. Puis on pose aussi la question, je vous posais la question de qu'est-ce qui va arriver après. Moi, la question que je me pose après, c'est quand bien même qu'on en arrive à un État palestinien où l'Arabie saoudite avec l'Égypte s'engage dans ce processus-là, met de l'argent sur la table parce qu'il va falloir reconstruire Gaza, puis ça va coûter cher. Qu'est-ce que va faire l'autre axe? Okay? Comment ça va se passer? Parce que ça ne sera peut-être pas une solution qu'ils vont vouloir non plus. Donc, à plus grande échelle régionale, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas réglées. Puis ça fait partie, on parlait du travail des journalistes. Je pense que la question du contexte est vraiment importante. Puis on fait souvent parler de il s'est passé ci, là, aujourd'hui, il s'est passé ça là-bas, mais je pense que des fois, la perspective plus grande est vraiment aussi importante de la ramener. Puis je pense que les gens se posent ces questions-là. Parce que c'est difficile de mettre tous les morceaux du casse-tête ensemble. Tout à fait. Mais il faut quand même trouver des manières de les expliquer parce que sinon, on est un peu perdu. Comme on a beaucoup dit dès le début, puis je vais vous laisser parler, Vincent, là-dessus, mais que le conflit allait s'élargir à la région, que les forces alliées aux Iraniens allaient être beaucoup plus actives et tout ça. Moi, ça ne m'a pas tellement surpris, mais ça ne s'est pas produit. Non. Parce que je pense qu'ils ont des intérêts autres. Ils ont aménagé, eux aussi, leur population, et puis ils ne veulent pas s'engager dans un conflit plus grand. Alors là-dessus, oui, sur le régional, d'abord, ça, c'est aussi à mettre au crédit quand même de la diplomatie et de Blinken et Biden. Je le dis toujours, mais les diplomates, ils doivent aussi être jugés à ce qui n'est pas arrivé, à ce qui ne s'est pas passé. Et si la guerre n'a pas encore été déclenchée avec le Liban, c'est aussi grâce à tous les allers-retours de Blinken, etc. Alors, ce n'est pas très facile à vendre auprès de vous et de l'opinion de quelque chose qui n'arrive pas. Mais quand même, depuis le 7 octobre... Puis les porte-avions qui sont là depuis le début, là, juste à la frontière. Non, mais imaginez si c'était Trump dans le bureau ovale plutôt que Biden, vous pouviez... Là, pour le coup, la guerre régionale, on pourrait l'avoir. Puis la deuxième chose, c'est que je suis d'accord avec ce que vient de dire Céline, c'est-à-dire la dernière guerre israélo-arabe, c'est-à-dire entre Israël et des États, c'est la guerre de Kippour, c'est l'année de ma naissance, 1973, donc ça fait 50 ans. Donc voilà, elle est terminée, cette séquence. Elle a duré de 47 à, on va dire, à 77, 78 aux accords de Camp David. Ouais. Et ensuite, on est rentré dans le conflit israélo-palestinien. Les Palestiniens ont compris qu'ils pouvaient compter que sur eux-mêmes. Et ce qui se passe là est aussi un élément de cette prise de conscience-là. Tout à fait. Oui, non, mon chef, 1 minute. Une question. Une question. Premier mot, première semaine. Le religieux, l'islam, le Hamas, le mouvement sunnite, c'est allié avec le mouvement chiite en Iran, les Houthis aussi sont chiites, alors que les pays arabes sunnites, on voit sur l'Arabie saoudite, ne sont pas trop soutenir le Hamas. Le Hamas et les Palestiniens. Quelle est la place du religieux là-dedans? J'aurais tendance à demander... Non, mais rapidement, mais moi, ces histoires de sunnites, chiites, tout ça, ça m'amuse un peu toujours parce qu'on dit, ah bah tiens, c'est bizarre, c'est les chiites qui soutiennent des sunnites. Bah, oui, bah voilà. Donc en fait, pour moi, c'est des grilles. Alors, à l'inverse, si c'était vraiment des... Ah oui, bah, c'est l'axe chiite, c'est chiites iraniens qui soutiennent le Hezbollah. Ah bah oui, alors là, ça marche. Alors puis quand ça marche pas, bah, on ne sait pas trop bien quoi dire. Non, ce qui se passe, c'est que là, ce qui est sûr, c'est qu'aux affaires, on a deux forces... je dirais qu'ils n'ont pas de problème avec l'horizon apocalyptique, quoi. Que ce soit le Hamas d'un côté ou l'extrême droite suprémaciste israélienne, ils n'ont pas de problème avec les morts civiles. Ils n'ont pas, c'est quand même ils font pas partie de notre conversation à nous, là, quand même.
ils sont sur d'autres logiques, quoi. Et ça, c'est ça, moi, qui me semble... Moi, je les réunis tous, là. Ouais. Sunnites, chiites, juifs suprémacistes. Ouais. Pour moi, c'est juste des gens qui n'ont pas, pas de respect pour la vie humaine, pas de respect pour leur société civile, et qui sont dans un autre agenda, dans un autre horizon, eschatologique, apocalyptique, et ils y croient vraiment. Hein, c'est comme quand on parle des créationnistes autour de Trump et tout, bon, ils nous font rigoler, ils disent, ah, la Terre est plate et tout ça. Bon, ça nous amuse. Mais en vrai, eux, ils sont persuadés. Donc, et c'est comme certains régimes fascistes ou quoi, il faut se mettre dans leur tête, et c'est leur rationalité à eux, c'est leurs agendas, et eux, ils sont sincères. Ils ne se racontent pas d'histoire, quoi. Donc moi, je les réunirais tous dans le même paquet, quoi. Bon. Mot de la fin, Céline et Guillaume. Sur les sunnites et les chiites? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je suis désolée, mais c'est une très bonne question, mais je trouve ça un peu vaste en 10 secondes. Non, mais avant qu'on termine, peut-être un mot de la fin. Je pense qu'à ce moment-ci, je suis assez pessimiste, quoi, sur la situation, et je ne sais pas comment on va s'en sortir. Oui, ça va se terminer un jour, mais ça va se terminer quoi une fois que Gaza sera complètement détruit? Et là, qu'est-ce qui va arriver? Moi, j'ai l'impression que la volonté du gouvernement israélien en ce moment, c'est vraiment de rentrer, d'occuper militairement Gaza. On voit ce qu'ils sont en train de faire dans le sud, à la frontière égyptienne. Et je ne peux pas imaginer ce qui va arriver. Ouais. C'est difficile à imaginer. Guillaume? Moi, dès le 7, il y a quelque chose que je me suis dit, c'est que le Gaza que j'ai connu n'existera plus jamais. Ouais. Ça, c'était fini. Le 7 au soir, c'était fini parce que... Puis je me suis dit, il va y avoir 15 000 morts en partant. C'est comme ça que je voyais les choses. Bon, clairement, on arrive dans une logique encore plus profonde, mais je pense que c'est drôle parce que Gaza, c'est un peu un royaume fantasmagorique pour des gens, parce que personne ne peut y aller, personne n'y est allé. Parce qu'on n'a pas de tourisme là-bas, il n'y a personne qui... Mais c'est quand même des gens qui y vivent. C'est des gens qui vivaient... On n'a pas parlé du siège, mais ça fait des années qu'il y avait un siège. Ça fait des années qu'il y avait une situation qui était intenable à Gaza. Et ce que je trouve un peu hallucinant, c'est que mes amis à Gaza sont nostalgiques de ce qui était intenable. Oui, tout à fait. Ben, quand on connaît pire, c'est ça qui arrive. Ouais. Et ça puis deviennent nostalgiques de ce qui était en fait un cocon malgré le siège, parce que ce qui est venu après, c'est fascinant. La destruction. Dans ma vie de journaliste, j'ai connu Gaza occupé par les Israéliens, avec des colons israéliens. J'ai connu le départ des colons. J'ai connu la période où Arafat vivait là. Les Européens bâtissaient un aéroport, un port. C'était une toute autre époque. Puis après ça, la fin d'Arafat et 2000, et là, c'est la prison à ciel ouvert. Et donc, on peut imaginer que la situation va changer, en espérant que ce soit pour le mieux pour les Gazaouis, mais sinon, ils en ont connu des choses. Et avant que vous applaudissiez nos invités, je dois dire que vous deux, vous faites une séance de dédicace de livres à la bibliothèque, je pense, hein, à 15h30. Donc, à 16h30 pour la bande dessinée pour ton livre. Voyage en Afrique. Non, mais dis-le. La bande dessinée. Quoi? Pour quel livre? Voyage en Afrique. Parfait. Alors, merci beaucoup, Guillaume, Céline et Vincent. Merci beaucoup. Merci. C'était super intéressant. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant.